Alors, Patrice, c'est merveilleux. On a dit à la fin de la première capsule que tu fais des jardins énergétiques. En fait, tu es au Québec depuis 5 ans, à mi-temps, Tout à fait. et tu veux introduire cette notion des jardins énergétiques. Et pour bien comprendre cela, avant de revenir au paysagement, j'aimerais que tu m'expliques un peu la distinction entre radiesthésie et géobiologie. Alors, la radiesthésie, radiesthésie et géobiologie sont, je dirais, similaires, on va dire. D'abord, beaucoup de gens ne savent savent pas trop la différence. Bon, la subtilité, c'est qu'effectivement, la radiesthésie, c'est plus au niveau de l'approche humaine, on va dire. Hein, c'est-à-dire, bon, on travaille avec le pendule, on travaille avec la baguette, on travaille avec l'antenne de l'échelle. Voilà, on travaille avec ça, mais plus sur les notions, voilà, énergétiques de l'humain. Alors que la géobiologie, on va travailler avec les mêmes instruments, mais sur les notions énergétiques cosmotelluriques, c'est-à-dire avec les énergies du ciel et du sol, voilà, et de la terre. Que tous les Donc, éléments et êtres vivants sont influencés par ça, cette énergie. exactement. Donc Ouais. c'est vrai que quelque part, je dirais, ben, quand je fais de la géobiologie pour travailler sur un terrain, ben, à un moment donné, de toute façon, je fais de la radiesthésie, puisque bon, j'ai des gens des fois qui me demandent aussi de travailler sur des problématiques sur eux, et tout est en lien. Voilà. Et disons que, Alors, voilà. dis-moi justement, pour aller plus à fond dans la radiesthésie, c'est quoi ces différentes approches? Alors, la radiesthésie, alors là, notamment, je vais Ça proposer. remonte quand même à plusieurs siècles, même des millénaires, la radiesthésie. Oui, oui, tout à fait. La radiesthésie remonte quand même à des millénaires, ça c'est clair, on n'a rien inventé, hein, ça c'est sûr. Après, C'est 6000 ans avant Jésus-Christ. ouais, c'est ça. Et après, il y a eu l'abbé Bouli. Bouly, c'est ça, qui a découvert, enfin, qui a mis en fait vraiment en exergue la radiesthésie, donc dans les années 1920. 1920, voilà, tout à fait. Vas-y. Et donc, c'est à. Donc c'est un art, ce n'est pas une science, c'est un Non, non, art. tout à fait, tout à fait. C'est un art. On travaille avec. Alors bon, bien sûr, je peux travailler donc en présence, mais je peux travailler aussi en distanciel, puisqu'il n'y a pas de notion, il n'y a pas de notion de distance, de temps ou quoi que De ce temps et soit. d'espace, on le comprend aujourd'hui avec la science, la médecine, la physique quantique. Ben, voilà, avec la médecine quantique, on comprend que de toute façon, voilà, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion de distance. C'est pour ça que ça nous permet en fait de pouvoir travailler à distance. Voilà. La seule chose effectivement pour la radiesthésie, c'est qu'il faut vraiment mettre son mental de côté. Il faut être Hein. neutre. Il faut être neutre parce que un pendule, comme n'importe quelle autre chose, que ce soit des baguettes ou quoi que ce soit, tu peux lui faire dire ce que tu veux si tu es dans le mental. Et là, Si t'es effectivement, biaisé, ben, si t'as une oui, intention. exactement, voilà. Parce que si ton mental pense oui, ben, ton pendule, il va répondre oui. Donc c'est vrai que dans la radiesthésie, comme dans la géobiologie, il faut toujours être neutre. Déjà, bon, bien aligné, ça c'est clair, mais surtout être neutre. Et donc, avec ça, ça nous permet de pouvoir travailler. Alors moi, je me suis plutôt, je dirais, au niveau de la radiesthésie, je me suis plutôt, là, j'aimerais proposer de travailler sur les animaux, donc sur les chiens, les chats, les chevaux. Ce qui est bien pour moi parce que eux ne parlent pas. Donc là, l'avantage que ça permet vraiment d'avoir des résultats concrets, puisqu'on voit il y a l'avant et l'après. Oui, tu ne vas pas biaiser l'animal en lui disant je vais faire ceci et cela. Exactement, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de formatage ou quoi que ce soit. L'animal, il est comme il est. Et Ouais. donc, je veux dire, voilà, il arrive, il est dans un état. Moi, je vais travailler. Alors, donc, j'ai des cadrans qui me permettent de pouvoir donc travailler de façon plus rapide, puisque bon, on va travailler sur les émotionnels, on va travailler sur des blocages, on va travailler sur Mais là, on différentes devance choses. un peu. Ouais. On va montrer le cadran dans une autre capsule, mais pour revenir à juste la radiesthésie, c'est la sourcellerie, entre autres, hein, les sourciers qui trouvent de l'eau dans le sol. Comment ça fonctionne, ça? Ben, oui, la radiesthésie, on peut utiliser effectivement un sorcellerie pour chercher l'eau. Hein. Donc Comment bon. est-ce qu'un pendule trouve de l'eau ou des baguettes?
Alors, au niveau de l'eau, il faut savoir que lorsque tu as de l'eau qui passe au niveau du sous-sol, que ce soit de l'eau ou de l'air d'ailleurs, peu importe si on travaille avec des réseaux, peu importe les réseaux, donc lorsque l'eau passe, il y a forcément, l'eau crée une friction au niveau des parois. Ou l'air. Ou de l'air, voilà. Donc tout fluide en mouvement crée un Tout champ fluide magnétique. crée un champ magnétique, et ça c'est physique, hein, je veux dire, voilà. Ce champ magnétique, en fait, remonte à la surface de la Terre, et les baguettes ou le pendule vont détecter ce mouvement, cette énergie donc, qui ressort au niveau de la Terre. Voilà. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut déterminer... Qu'il y a un mouvement, soit à droite, à gauche. Exactement. Voilà. Ben, disons, déjà c'est vrai que le pendule, ben, ça dépend des protocoles de chacun. Hein, mais bon, Oui, c'est ça. Le rôle de l'humain, c'est quoi là-dedans? Voilà, c'est-à-dire que tu peux... Ben, ça dépend. Bon, le pendule, tu peux l'utiliser pour le oui, le non. Donc, le oui, en général, c'est vers la droite. Le non, c'est vers la gauche. Mais ça, on a déjà... Chaque radiesthésiste va dire ça à son outil. De toute façon, c'est des protocoles et en fait, quand tu te connectes avec ton pendule, tu lui demandes comment, voilà, où est mon oui, où est mon non. Ah, c'est pas toi qui lui dis, c'est lui qui t'a répondu. Voilà, tu lui demandes où est mon oui, où est mon non. Donc, dans 99% des cas, le oui, c'est vers la droite, le non, c'est vers la gauche. Okay. Ou le neutre, c'est, ben, il va balancer. Alors, balancer ou de haut en bas ou de droite à gauche, peu importe, mais c'est pour rester neutre. Donc, tu vas lui demander, est-ce qu'il y a de l'eau, puis combien et à quelle profondeur? C'est ça. Alors là, on va effectivement mentaliser qu'on recherche de l'eau, hein, parce que là tu es obligé, parce que si tu mentalises que tu cherches autre chose, ben, il va détecter autre chose. Donc là on va mentaliser qu'on cherche de l'eau, et lorsqu'on va arriver donc devant cette information qui remonte à la surface de la Terre, ben, donc le pendule il va se balancer. Alors en général il peut se balancer de droite à gauche. Et de par ce balancement, ou de droite à gauche ou de gauche à droite, il va te montrer de quel côté vient l'eau. Ah. Voilà. Mais quand on creuse un puits, pourquoi c'est important, la direction? Ben, c'est intéressant de savoir de quel côté, enfin pour nous, de savoir de quel côté vient. D'abord, ça permet aussi de concrétiser, c'est-à-dire que ben, par rapport à la nature du sol, si effectivement tu as la montagne qui est au sud et que l'eau vient par le sud, ben, effectivement, ça nous permet de dire, ben, oui, c'est tout à fait logique que depuis par rapport à la montagne, l'eau, elle descend, donc elle arrive bien dans le bon sens. Tu vois, ça permet d'avoir des formes de validation. Voilà. Alors, c'est vrai que pour chercher l'eau, on peut utiliser le pendule. Après, moi, pour chercher l'eau, je préfère utiliser les baguettes. La plupart des sourciers vont prendre des baguettes. Tout à fait. Alors, tu peux utiliser la baguette classique en forme de L, ou moi, à l'époque, il y a 35 ans, quand je faisais des recherches avec mes amis fourreurs, puisatiers, j'avais une baguette de bois, hein, en général, c'était du noisetier, donc qui était en forme de Y. Oui. Voilà, je ne sais pas si ça... ça, c'est très connu, là. Voilà, c'est très connu. C'est deux branches qui se rejoignent. C'était deux branches, effectivement, en forme de Y, et tu prenais donc les deux bouts de ta branche, et lorsque tu arrivais donc au niveau du passage de cette fameuse information, ben donc tu avais les baguettes qui se levaient. Alors, soit pareil, protocole, soit elles partaient vers le haut, ou soit elles partaient vers le bas. Mais ça t'indiquait, en fait, où il y avait ce passage d'eau, donc d'un côté. Et ensuite, quand tu avais ton aliment, tu repassais donc de l'autre côté pour faire un croisement, c'est-à-dire à un moment donné, il faut arriver à trouver là où il y a la meilleure quantité d'eau que tu peux avoir, tu vois, la meilleure capacité. Et c'est vrai que des fois, tu peux avoir des regroupements de petits passages d'eau. Oui, c'est ça. Il faut que tu sois sûr que c'est le bon endroit. Donc, voilà, donc pour optimiser, en fait, on fait des croisements, dans le sens nord-sud, est-ouest, qui permettent en fait par ces croisements d'aller optimiser et d'aller forer là où en fait on peut avoir un maximum de débit. À moindre distance, à profondeur aussi? À moindre distance, effectivement, mais ça après, voilà, ça après on peut faire des recherches. Alors, en radiesthésie, ce qui est intéressant, pareil, c'est que si on a un plan, on peut déjà faire une pré-recherche sur plan. C'est-à-dire que sur un plan, on peut déjà déterminer où il peut y avoir d'éventuels passages d'eau sur le plan. Et ensuite, ce qui fait que si on sait qu'on a par exemple 2-3 passages d'eau sur le terrain et que bon, celui-ci est mieux que d'autres, bon,
une fois qu'on est sur le terrain, ben on va directement à l'endroit et là on peut constater effectivement de visu et concrètement ben, où il y a les passagers. Et explique ça un peu parce que là il y a beaucoup de gens sceptiques qui vont dire comment ça sur un plan tu peux pas savoir où il y a de l'eau dans le sol. Ben, on est pareil, on est dans des notions quantiques où il n'y a pas de notion de distance ou voilà. Il y a de l'énergie comme sur une photo. Donc moi, à partir du moment où je me connecte sur le terrain, c'est comme si j'étais sur le terrain avec l'énergie du terrain. Voilà, c'est exactement comme lorsque je soigne ou que je travaille sur un animal. Si je travaille sur l'émotionnel d'un chien, ben, j'ai sa photo, j'ai son nom, je me connecte au chien et là j'ai les informations. Encore, on peut rappeler que ça fait seulement 6000 ans que les humains font ça. Certains sont plus sensibles et plus neutres que d'autres. Oui. Mais alors, toi, c'est combien de puits auxquels tu as collaboré en temps... C'était pas ton métier d'être puisatier, d'être sourcier pour trouver des... Oui, ben moi, disons que c'est en faisant des recherches au niveau de l'eau que c'est révélé en fait, c'est révélé en fait toute l'information sur l'énergétique en fait. Voilà, c'est vraiment là, avec mes amis sourciers, quand je faisais marcher les baguettes, etc. Et c'est à partir de là en fait que j'ai eu vraiment l'envie d'aller chercher autre chose. Donc dans l'énergétique, voilà. Donc c'est vrai que j'ai fait ça quelques années, mais après je suis parti vraiment dans la géobiologie, puisque moi ce qui m'intéressait c'était vraiment pouvoir après soigner les maisons, les terrains, et notamment lorsque je faisais des plantations et que je mettais un gros sujet dans le jardin, je voulais pas le mettre sur un endroit pathogène où l'arbre risquait de mourir. Ah ouais. Donc déjà, moi, il y a déjà 35 ans, on va dire, j'intégrais déjà la géobiologie. Alors, où je le disais, ou je le disais pas, parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même les gens étaient plus ou moins un peu sceptiques. Et puis, je dirais, sortir le pendule ou les baguettes, c'était un peu, il y a 35 ans, tu imagines, c'était un peu compliqué. Alors que bon, les dernières années, lorsque je faisais encore du jardin, j'avais d'abord beaucoup de clients belges qui eux étaient très sensibilisés à ça et qui me demandaient même de pouvoir, avant de mettre la maison en place, donc sur le plan de pouvoir positionner la maison ou les pièces par rapport à des réseaux énergétiques. Et puis ensuite, lorsque je leur parlais si ça les intéressait que j'introduise de la géobiologie dans le jardin, ils étaient réceptifs à ça. Parce qu'effectivement, maintenant, je dirais, la radiesthésie, la géobiologie, ce sont des termes que les gens connaissent. Mais explique un peu justement pourquoi on veut positionner, par exemple, des lits, des fauteuils de travail, les endroits où on passe plus de temps, à certains endroits et éviter d'autres endroits. Il y a la circulation de l'eau dans le sol qui peut perturber. En général, c'est lorsque tu as une faille justement humide ou d'eau qui passe et qui croise un réseau. Alors bon, on travaille pas mal avec les réseaux Hartmann, donc qui va croiser un réseau Hartmann. Hartmann qui était un médecin allemand. Hein? Voilà, mais donc quand si tu as un croisement Hartmann, puisque bon, la Terre a des maillages énergétiques où tu as tu as énormément des multitudes de réseaux, voilà. Mais Hartmann fait partie du réseau, je dirais, principal ou la plus grosse des mailles avec lequel on va travailler. C'est comme un filet qui englobe la Terre, donc d'énergie, qui vient quoi, des minéraux dans le sol, des failles et de l'eau. C'était un réseau énergétique, donc c'est un maillage de nord-sud, est-ouest, et ça fait des rectangles en fait. À 1 mètre, 1 mètre 50? Il y a c'est je crois, je sais plus trop les dimensions parce qu'en plus, bon, il peut y avoir un peu des variations en fonction des lieux, parce que des fois, tu as les maillages qui sont en fonction de certaines choses qui peuvent avoir un peu travaillé. Mais donc ça peut amplifier, rendre nocif l'énergie naturelle? Tout à fait, c'est-à-dire que si effectivement tu as un croisement Hartmann et que tu as un passage d'eau à cet endroit-là, ça crée un espace pathogène. Et cet espace pathogène, en fait, peut déclencher des maladies, du stress, peut vraiment avoir des conséquences, je dirais, dramatiques sur la santé de l'individu. Ouais. Voilà. Et même,
amplifier les champs électromagnétiques naturels ou la nocivité. Ah ben oui, tout à fait. S'additionne s'il y a des champs électromagnétiques Tout à artificiels. fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ben, si tu as l'habitude de t'asseoir sur le même fauteuil ou tu es sur un croisement avec un passage d'eau dans ton salon, si tu as l'habitude de manger sur la même chaise où tu as pareil un passage d'eau ou quoi que ce soit et que en plus tu dors, que tu as ton lit où il y a un passage pathogène, ben, là effectivement c'est sûr que dans les mois à venir tu vas te retrouver avec des problèmes de santé. C'est grave, mais voilà. Ça me fait réfléchir au fait que, bon, il y a des fumeurs qui deviennent centenaires. Donc, il y a de la génétique, il y a le mode de vie, mais les gens sous-estiment l'environnement, pas seulement l'air qu'on respire ou le soleil, etc., mais ce qu'il y a dans le sous-sol influe beaucoup plus que les Nord-Américains peuvent ben, c'est imaginer. clair. Ben, ça, de toute façon, c'est un petit peu c'est des ondes et des perturbations, invisibles, comme les problématiques de la Wi-Fi ou les problématiques de toutes les ondes qu'on peut avoir. Hein. Là, tu es bien placé pour le savoir, mais je veux dire, voilà. Donc c'est vrai que là, on est, on est sur des perturbants ou des perturbations qu'on ne voit pas, qu'on ne va pas forcément ressentir. Parce que bon, moi, c'est vrai que si je suis assis sur un endroit pathogène, je suis vraiment, je vais le sentir et je vais être aspiré, c'est-à-dire j'ai toute mon énergie qui va être tirée vers le bas. Mais bon, parce que j'ai une certaine sensibilité que j'ai pu acquérir avec le temps. Mais par contre, beaucoup de gens... Tirée vers le bas, tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que toute mon énergie, en fait, est pompée par ce réseau qui est négatif, quoi. Si on est sur un point pathogène. Si je suis sur un point pathogène, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que si toi tu es sur un point pathogène, tu ne vas pas forcément avoir le sentiment ou le savoir, mais malgré tout, au même titre que moi je suis pompé, toi tu vas être pompé, mais sans t'en apercevoir. Ouais. Et petit à petit, tu vas au fil des semaines, au fil des mois, tu peux développer des problématiques. Moi j'avais une amie qui a développé des gros soucis circulatoires au niveau des jambes. Après, d'autres personnes qui peuvent faire des dépressions. Tu vois, ça peut vraiment être. Je sais qu'il y avait même des accidents de voiture au point des croisements Hartmann. Hein? Tout à fait, tout à fait. Ça a été démontré aussi qu'il y avait que très très souvent il y avait des accidents qui avaient lieu au même endroit. Et que si tu allais vérifier, tu te rendais compte qu'effectivement, à cet endroit-là, c'était des réseaux qui étaient perturbants. Quoi. Ouais. Ça me fait penser que tu disais qu'on peut être pompé par l'énergie néfaste, mais à l'inverse, dans les endroits bénéfiques, on a juste mettre les pieds au sol, sur le gazon humide, le sable dans la mer, même le ciment, mais pas l'asphalte, va permettre aux électrons libres du sol de remonter et de favoriser, d'énergiser. Le bien-être. Il y a plein d'études qui démontrent, le Earthing Institute, que c'est anti-inflammatoire, les électrons libres qu'on peut puiser par les pieds nus dans le sol. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée, c'est de créer un environnement dans le jardin, créer des espaces où les gens vont pouvoir se ressourcer. D'abord, on va optimiser toutes ces énergies, puisque bon, on en parlera certainement dans une autre capsule, mais en travaillant avec les pierres, en travaillant avec le métal, en travaillant avec l'eau, on va dire avec les 5 éléments, on peut amener vraiment une belle énergie dans les futurs espaces de vie. Ben c'est ça, on arrive à prévenir des malaises et on peut avoir des espaces qui sont bénéfiques, harmonieux et même qui vont soigner les gens qui construisent des maisons dans des lieux bénéfiques, on le voit vraiment. Ouais. Et je pense que maintenant, les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça, à ces problématiques de mal-être, parce que moi, très souvent, quand j'allais voir des clients, des fois, pour mes jardins, mais que je leur parlais, que je faisais de la géobiologie, les gens me disaient « Ah oui, mais regardez, allez voir cette pièce, en fait, j'y mets jamais les pieds dedans, parce que je ne suis pas bien quand j'y vais. » Et très souvent, quand j'allais à cet endroit-là, effectivement, je me rendais compte que il y avait des problématiques, alors soit dans la mémoire des murs, soit une histoire un peu lourde dans cette pièce, etc. Il y avait un nettoyage énergétique à faire. Et une fois que j'avais fait ce nettoyage énergétique, pour le coup, la pièce retrouve vie.
et là, on a envie d'y retourner. Et ça, c'est vraiment flagrant parce qu'effectivement, même le plus cartésien des cartésiens, ben, quand il voit effectivement la différence, où il dit ben, je ne peux pas mettre les mains ou les pieds dans cette pièce, et puis qu'après être passé et avoir réglé les problématiques, ben, il peut à nouveau rentrer, ben, là, pour le coup, il se dit oui, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ben, ça me fait penser que dans la loi au Québec, maintenant, c'est obligatoire de dire dans les inscriptions immobilières, s'il y a eu un suicide, par exemple, c'est dans les actes notariés. Hein? Ben, ça c'est bien, il devrait faire ça aussi en France, parce qu'effectivement... quand tu parles de mémoire des murs et des lieux... Tout à fait, alors c'est rien, quand tu le sais, ben, tu vas prendre les dispositions en conséquence, et puis bon, nettoyer le lieu. Surtout ça laisse des traces énergétiques. Exactement, surtout qu'on peut maintenant nettoyer les lieux très facilement, avec de l'encens, avec de la musique sacrée, je veux dire, bon, avec des protocoles qu'on peut mettre en place. Les Autochtones font depuis des voilà, milliers avec une bougie. Enfin, je veux dire, il y a plein de solutions pour nettoyer les lieux. Donc, je veux dire, c'est bien de le savoir pour éviter de se retrouver déjà dans une maison où finalement tu vas arriver, tu vas sentir un peu cette odeur, quoi. Donc, il n'y a pas de sites ou de bâtiments qui ne peuvent pas être nettoyés. Rares sont les endroits qui ne sont pas, je dirais, nettoyables énergétiquement. En général, il y a toujours des solutions. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a eu des massacres, des guerres à plusieurs endroits, en Europe en particulier, mais en Amérique du Nord aussi. Oui, mais ça, tu vois, bon, nous ici, la France a quand même un lourd passé. Hein. Bon, nous, on a eu les Romains aussi, il y a eu pas mal de choses. Et en fait, en travaillant à plusieurs et avec des amis géobiologues, justement, et notamment les micro-organismes efficaces, donc on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait régler beaucoup de problématiques au niveau information. Oui, il y a même des études pas concluantes, mais assez avancées au niveau de la radioactivité avec les micro-organismes efficaces. Mais c'est le lien avec la céramique aussi. Tout à fait. Oui, qui est le support des micro-organismes. Ben, il y a le support voilà, de la céramique, mais bon, il y a l'information surtout des micro-organismes qui est à l'intérieur. Et effectivement, donc, soit tu l'as sous forme de tube, donc soit tu l'as sous forme de poudre, donc qui est une poudre très fine puisque c'est la grosseur du talc en fait. Donc ce qui permet en fait de pouvoir l'intégrer à du béton, de pouvoir l'intégrer à de la peinture. Ça se mélange très facilement. Ou éventuellement pouvoir l'utiliser pour faire un cordon de protection ou de nettoyage autour d'une maison ou à l'intérieur de la maison. Voilà. Donc il y a tout un tas de protocoles qu'on peut utiliser avec. C'est un soutien, mais ça ne veut pas dire que ça va éliminer le radon. Il faut quand même prendre des mesures s'il y a trop de radon. Non, le radon c'est autre chose, mais moi là je parle vraiment au niveau énergétique, hein, c'est-à-dire au niveau effectivement, voilà, tout ce qui est subtil. Hein. Après, les radons, ça c'est autre chose. D'ailleurs, on n'a pas encore fait d'essai là-dessus. On ne sait pas ce qu'il va. Et ça, bon, on est sur c'est du gaz. Non, le radon, ouais, mais il y a des études préliminaires sur la radioactivité. Là, on voit qu'il y a des études scientifiques qui se font là-dessus avec les EM. Donc c'est prometteur. Oui, ça effectivement, il y a eu des études, notamment là où il y a eu de radioactivité à Fukushima, où en fait on s'est rendu compte que en pulvérisant les EM sur des champs donc radioactifs, ils ont mis des vaches donc pour paître dans ces champs radioactifs, et ils se sont rendus compte, ça c'était incroyable, c'est que le lait de la vache n'était pas radioactif. Wow. Et donc, il l'était avant. Avant de mettre les EM, il l'était. Ah ben oui, forcément, parce que si tu n'as pas de la radioactivité, elle va en continu. Donc, oui, c'est pour des millions d'années. Exactement. Et là, donc, ils se sont rendus compte, mais ça, donc, il y a des études scientifiques que je pourrais d'ailleurs te faire passer, parce qu'il y a eu un ou deux papiers qui ont été faits là-dessus pour des universités, etc., où ils démontrent en fait que, et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, que effectivement, donc le lait de la vache était sans aucune radioactivité. Ben, c'est intéressant. On va poursuivre dans une autre capsule en parlant de soins pour les animaux au niveau de la radioactivité, puis ta conception de paysage. Demain, il va faire plus beau, on va être dans le jardin. Alors, merci Patrick. Merci Patrice, à toi. On poursuit dans la prochaine. Parfait. Merci André.